France, 1906. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et la France entière se souviendront à jamais de cette terrible année. L'année noire pour les gueules noires. Les différentes exploitations de houille, nom que l'on donne à tous les charbons minéraux qui ne sont pas de l'anthracite, ont vu leurs activités exploser grâce ou à cause de la révolution industrielle. Les demandes en charbon sont de plus en plus importantes. En 1851, on estime la quantité de charbon extrait à environ 23 000 tonnes. En 1860, soit 9 ans plus tard, la production passe environ à 80 000 tonnes. Toujours plus de rendement pour ces hommes, passant près de 10 heures à 200 mètres sous terre. Le samedi 10 mars 1906, les mines de Courrières vont connaître le plus grand drame de l'histoire des mines en Europe. Officiellement, 1080 personnes trouvent la mort dans l'enfer. Quelles étaient les conditions de travail dans une mine à cette époque ? Qu'est-ce qui a provoqué cette catastrophe ? Quelles furent les conséquences de ce qui restera dans l'histoire sous le nom de la catastrophe de Courrières ? Direction le sous-sol, les lampes de sûreté et les coups de poussier. Cette chronique est habillée grâce à une émission d'Arthur Comte disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut national de l'audiovisuel. Benji a participé à l'habillage de cette chronique et à la recherche documentaire. Il est en face de moi, soudé à sa fidèle console. Pierre Simon, dit Rick, est un homme respecté dans la région. Respecté mais pas de tous, ou plus exactement pas écouté de tous. Comme beaucoup d'hommes dans le nord de la France, il est fils d'ouvriers mineurs. À l'époque, des générations entières de familles sont liées à ces mines. On commençait comme galibot, nom qu'on donnait aux jeunes mineurs, et on espérait devenir porion, c'est-à-dire contremaître. De 13 ans à 18 ans, il fallait se former aux différents métiers présents dans les mines. Piqueur, celui chargé d'abattre le minerai, boiseur, chargé de l'étayage, bout de feu, chargé de l'utilisation des explosifs ou encore trieur, chargé de trier la roche du minerai. Tous vivent dans les corons, ces habitations typiques des miniers de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les corons appartiennent aux sociétés industrielles et sont à proximité des usines ou des mines. On est hébergé par les patrons, on vit pour les patrons, on meurt dans les mines. Le chemin n'offre que de l'obscurité. Extrait d'une interview de Pierre Béal, ancien mineur devenu journaliste, qui raconte avec une certaine ironie une anecdote de son quotidien. Je vais vous raconter une anecdote qui vous montrera peut-être dans quelles conditions on nous exploitait, si je ne comprends plus encore le mot. Un jour, je me trouvais dans un chantier et puis un éboulement se produit là où je travaillais. J'ai dû fuir vers le remblai pour me protéger. Et puis mes outils ont été ensevelis, bien sûr, on les a plus retrouvés. J'ai dû les payer. Revenons à notre Rick. Pierre Simon est un anarchiste syndicaliste. Pas question de se laisser bouffer par la bourgeoisie à la tête des différentes compagnies minières du pays. En 1903, il est le délégué mineur de la fosse numéro 3 de Courrières. Le Rick, il en connaît un rayon sur les dangers que peuvent rencontrer les gueules noires. Par opposition aux gueules jaunes, ces mineurs travaillant dans les mines de fer, les gueules noires sont à la merci de leurs conditions de travail. Jamais peut-être l'homme n'a été aussi proche du rongeur. À Courrières, les 5700 ouvriers effectuent le travail d'abattage à 340 mètres sous terre. Les terribles coups de grisou, la plus grande peur du mineur, les risques de chute dans les montries, les éboulis, sont leur quotidien. Et si comme cela ne suffisait pas, la silicose, une maladie pulmonaire due à l'inhalation de poussière, vous guette au coin de la rue. Quelques mois avant la catastrophe, Rick, le délégué mineur, signale dans un rapport le manque d'air dans les galeries. Au mois de février, il recommande de ne plus descendre dans la fosse numéro 3. Le 6 mars, soit 4 jours avant le drame, un incendie se déclare dans la veine appelée Cécile, toujours dans la fosse numéro 3. Rick ordonne à ses mineurs de ne pas descendre dans la mine. Camarades, si le feu de la Caroline devait se propager, ce serait la catastrophe. En ma qualité de délégué mineur à la sécurité, je vous invite à ne pas descendre. Tant pis pour les dégâts. Les vies humaines passent à bord. La direction considère qu'il n'y a plus aucun danger à descendre. Et elle ordonne de descendre immédiatement.
Camarades, camarades, ne descendez pas! Le 10 mars 1906, à 6h30 du matin, une explosion retentit à l'étage 326 de la fosse numéro 3. Rick et Sylvestre, le porion, descendent à l'étage 280 de la mine. C'est le chaos. La cage du fond est bloquée à plus de 380 mètres en sous-sol. Un ingénieur leur interdit de descendre. Qu'importe. À 10h30 du matin, ils remontent avec 17 rescapés. La première explosion fut d'une violence sans nom. La flamme a parcouru 110 km de galeries en moins de 2 minutes. Qu'est-ce qui a causé les explosions? Plusieurs théories. Grisou, pas grisou, difficile à dire. Mais ce qui restera comme la cause principale, c'est un coup de poussier qui a été le plus dévastateur, engendré par l'explosion. Le coup de poussier, l'une des pires craintes du mineur. Le poussier, c'est l'ensemble de fines particules de poussière de charbon qui stagnent dans l'air de la mine. Rien de plus inflammable. Quand le feu prend dans une veine, impossible d'y échapper. La veine devient un couloir de flammes. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Dans les corons, femmes, grand-mères, filles, toutes s'inquiètent après avoir entendu la terrible détonation. Après seulement 3 jours, les recherches menées par la compagnie sont abandonnées. Les patrons seront incriminés par la suite puisque 20 jours plus tard, des rescapés sont retrouvés dans le puits numéro 2. Témoignage de leur voyage en enfer. Ils avaient rongé l'écorce des bois de soutènement. Ils avaient bu leur urine. Mais la chance leur vint quand ils trouvèrent un cheval vivant qui allait devenir nourriture. Nous avons couché une berline vide en avant du cheval et une derrière. De ce fait, le cheval ne pouvait pas avancer ni reculer. Et c'est comme ça que le camarade d'Anglon, qui l'a frappé à tour de bras dans la tête du cheval. Mais le plus beau repas qu'ils ont fait, c'est quand ils ont trouvé un seau d'avoine. Alors, ils ont mangé de l'avoine. C'est pour ça qu'ils n'avaient plus de gencives, ils n'avaient plus rien. Ils mangeaient du bois et de l'avoine. Mais c'était son plus beau repas qu'il m'a dit. La compagnie de Courrières poursuit l'exploitation des autres puits alors qu'un incendie est encore en cours dans le fond de la mine. L'entreprise ne va pas s'arrêter là. Elle permet l'identification des corps pendant une seule journée, offrant aux veuves l'occasion d'identifier leur mari à la va-vite parmi les 1099 victimes. L'horreur est ultime quand la compagnie leur demande de quitter au plus vite les corons puisque leur mari mort dans les mines ne travaille plus de fait pour l'entreprise. Cette catastrophe de Courrières va déclencher la colère des mineurs. Avec le chagrin, l'indignation. 5 jours après la catastrophe, 9000 mineurs sont en grève. Le 20 mars, ils sont 50 000. Paris, inquiet, envoie sur place 2 escadrons et un bataillon. La grève est venue de la base, spontanée, instinctive. Devant les puits, des piquets arrêtent ceux qui viennent aux nouvelles. On ne descend plus. Camarades, un dévale point aujourd'hui. Il est indéniable que le malheur de Courrières a soudé le monde ouvrier dans la solidarité. La solidarité du monde ouvrier était déjà en plein développement. Depuis la fin du 19e siècle, le mouvement ouvrier se structure par l'intermédiaire des syndicats et autres partis politiques. Explication. Et il se trouve que cette catastrophe se produit début 1906, c'est-à-dire à une date qui coïncide avec des dates très importantes de l'histoire du mouvement ouvrier en France. Il faut en effet se souvenir que si la fondation du Parti radical est de 1901, la fondation de la SFIO qui unifie les multiples mouvements socialistes est de 1905, et que c'est en 1904
que les socialistes, dès lors conscients de leur très grande force, décident même, pour mieux jouer leur propre jeu, de ne plus soutenir les gouvernements bourgeois du centre-gauche, en France en place depuis 1899. C'est une époque, la belle époque d'ailleurs, où la classe ouvrière prend puissamment et pleinement conscience de ses propres possibilités. Et c'est à ce moment-là que la catastrophe de Courrières vient à point rappeler aux partis ouvriers et à la CGT qui elle-même vient de naître que, outre un combat de salaire, outre un combat de la dignité, il y a pour les ouvriers le combat de la sécurité à mener, et c'est pourquoi la date de Courrières se trouve être extrêmement importante. Que restera-t-il de cette tragédie ? Une nécropole sur les communes de Billy-Montigny et de Méricourt en l'honneur des 272 mineurs non identifiés. Quant à Pierre Simon, alias Rick, il refusa la croix de la Légion d'honneur proposée par le ministre Louis Barthou, en voulant toujours aux autorités bourgeoises pour leur gestion de cette catastrophe. Un mot rentrera dans le dictionnaire de la langue française à la suite de cette tragédie. Fini le mot réchappé. Place à un mot d'origine picard, le mot rescapé. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.